Propose de débuter. J'espère que j'ai bien tout dit et je vais laisser la parole à Emilien pour le tour de table. Ouais, bah du coup, Lucas, je te laisse te présenter rapidement. Alors, Lucas. Ouais, très bien. Voilà, tu as remis ton micro. Là, c'est bon. Franck, Olivier, je vous laisse continuer. Bonjour à tous. Alors moi je suis Franck-Olivier Taureau, responsable commercial Paris de Cyclable Entreprise. Donc Cyclable Entreprise, c'est la filiale du réseau Cyclable. Donc nous on s'occupe de proposer des flottes de vélos, notamment surtout des vélos à assistance électrique, aux entreprises qui le souhaitent. On existe depuis un peu plus de 10 ans. Julien. Oui, merci Emilien. Donc Julien Vandelin, je suis le fondateur de Bipark. Alors Bipark est une solution logicielle qui permet aux entreprises d'optimiser, de valoriser leurs espaces de parking en favorisant la mobilité. Voilà. Timothée. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Timothée Kellard, cofondateur d'Ecodev, qui accompagne depuis 12 ans les employeurs dans leur politique développement durable et animateur avec Emilien de l'écosystème mobilité durable pour aider les employeurs à bouger les lignes sur les sujets de la mobilité. Merci Timothée. Et du coup, pour ma part, Emilien Tracol, moi, je suis consultant mobilité durable chez Ecodev. Donc, avant de laisser la parole du coup à nos invités, on va vous présenter rapidement Ecodev et l'écosystème. Alors, Ecodev, c'est une agence de conseil et de services qui a été créée en 2009, qui accompagne aujourd'hui les collectivités, les organisations, les entreprises dans leur démarche de développement durable et de RSE. Aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. On est basé à Paris. On a également une entité qui est basée à Marseille et une présence locale à Lille et à Nantes. La raison d'être de notre entreprise Ecodev, c'est donc de réveiller, d'éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Donc, on a plusieurs métiers. Dans un premier temps, le conseil stratégique pour accompagner les organisations à définir leur stratégie RSE. On a également la mesure et l'analyse de nos impacts, donc par le biais de réalisation de plans de mobilité, de bilan carbone ou encore de diagnostic. La communication et la conduite de changement pour vous accompagner dans votre démarche de sensibilisation et de communication. Et enfin, le déploiement opérationnel d'actions concrètes et efficaces. On est aujourd'hui centré sur 5 pôles d'expertise. Donc, le pôle RSE, le pôle climat-énergie, la mobilité durable, la biodiversité et l'économie circulaire. En ce qui concerne l'écosystème mobilité, donc qu'est-ce que l'écosystème mobilité? C'est aujourd'hui un hub de compétences ou une véritable plateforme collaborative qui va rassembler les acteurs qui sont engagés dans la transition vers une mobilité durable. Donc, il y a différentes thématiques qui sont abordées au sein de cet écosystème. Donc, dans un premier temps, de permettre aux employeurs de s'approprier le management de la mobilité. Ça s'accompagne. On n'est pas aujourd'hui manager de la mobilité du jour au lendemain. D'accompagner le changement de comportement, de soutenir la sobriété et l'innovation responsable en proposant, en valorisant des solutions respectueuses de l'environnement. Valoriser les solutions innovantes et les acteurs engagés à travers des webinaires, des prises de parole ou encore de rédaction de fiches pratiques. Les premiers objectifs de cet écosystème, c'est dans un premier temps d'aider les employeurs à identifier et déployer des solutions concrètes. Comme je l'ai dit, d'offrir de la visibilité à ces engagements et à ces actions et également de bénéficier de retours d'expérience pour accompagner les employeurs sur la thématique de la mobilité durable. On propose au sein de l'écosystème différentes prestations, des rendez-vous de la mobilité, des accès privilégiés à des outils,
une bibliothèque en ligne avec des fiches pratiques, des guides, des livres blancs, la rédaction de newsletters. On a également une véritable hotline au quotidien pour répondre à toutes les problématiques de nos adhérents sur la thématique de la mobilité. Aujourd'hui, l'écosystème mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est une cinquantaine de membres aujourd'hui engagés. Donc, on a des adhérents employeurs qui vont financer l'écosystème mobilité et qui vont s'engager dans la transition vers la mobilité durable. Donc, on a des acteurs tels que la SNCF, Decathlon, Arval ou encore L'Oréal ou EDF. On a également des solutions aujourd'hui qui proposent des outils pour accompagner les employeurs dans leur démarche. Donc aujourd'hui, on en a une trentaine. On a Caros qui nous a rejoint récemment, Mobilettre, également Locam. Et on a des parties prenantes, des institutionnels, des influenceurs qui vont nous accompagner, qui vont répondre à toutes nos problématiques. Donc on a un avocat qui est spécialisé dans le droit du travail. On a différentes entités qui vont nous accompagner. Aujourd'hui, l'écosystème, c'est une plateforme en ligne qui va permettre de centraliser tous nos outils et tous nos livrables. C'est l'organisation de webinars, c'est également des ressources disponibles et une actualité riche aujourd'hui, une actualité riche suite à différentes actualités. Donc, dans un premier temps, le label Employeur Pro Vélo. Grâce à l'écosystème, on peut aujourd'hui participer à des projets tels que le label qui va permettre d'encourager les employeurs à mettre des mesures efficaces pour encourager l'utilisation du vélo. S'engager dans ce type de projet, c'est plusieurs opportunités pour les entreprises. C'est dans un premier temps de réduire leur empreinte carbone, d'améliorer la productivité des salariés, une baisse de l'absentéisme. Et donc aujourd'hui, le programme il se fixe pour objectif de labelliser plus de 4000 entreprises, ce qui représente environ 500 000 salariés. Ensuite, il y a également le baromètre forfait mobilité durable, donc un projet qui a été financé par l'ADEME et le ministère en charge des transports avec le soutien de France Mobilité. Un baromètre qui nous a permis de faire un état des lieux, des initiatives et d'évaluer le niveau de connaissance de déploiement du FMD. Donc, on a pu récolter de nombreuses données, donc des données quantitatives et qualitatives. Donc, on vous a présenté quelques chiffres justement sur ce baromètre. Donc, on a sondé à environ 1050 organisations. Il y avait 20% des employeurs sondés qui avaient déjà déployé le forfait mobilité durable. La plupart aujourd'hui des employeurs ont ouvert le FMD au vélo. Il y a seulement 16% des acteurs qui l'ont ouvert à tous les modes éligibles. Quelques chiffres également sur le plafond moyen aujourd'hui qui est de 400 € pour le FMD. Donc voilà, c'est vraiment des projets aujourd'hui qu'on mène à travers l'écosystème et qui nous permettent d'accompagner de plus en plus d'employeurs. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Timothée sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a décidé d'aborder le sujet des parkings. Merci Emilien. Donc effectivement, on va faire un petit zoom, mais très rapide pour laisser place quand même au débat et aux intervenants sur le sujet du parking. Pourquoi travailler sur le sujet du parking quand on parle de mobilité durable? Il y a quelques chiffres clés. Vous savez très bien qu'on aime bien les chiffres chez Ecodev, mais quand on commence à dimensionner et on va dire objectiver nos enjeux de parking pour les employeurs, on voit que c'est quand même des gros enjeux financiers. Alors le prix d'acquisition, là j'ai pris le prix d'acquisition d'une place de parking moyen en France, c'est 22 200 €, mais souvent on met que c'est à peu près 1 000 € par mois en termes de coûts, de charges. On a le temps aussi consacré à chercher une place, donc 30% des voitures qui circulent dans Paris intramuros passeraient leur temps à chercher une place. On a aussi un enjeu d'infrastructure et d'urbanisme de manière générale. 30 à 50% des espaces publics sont dédiés à la voiture dans nos agglomérations françaises. Donc on voit que ça prend une part importante. Et dès qu'on veut libérer de la place sur d'autres modes, pour les piétons par exemple ou les cyclistes, on voit qu'on a vite une tension ou un plafond de verre sur le sujet. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, la mobilité c'est un tiers de notre empreinte et le temps passé à chercher une place c'est quelques kilos par an, 18. Par mois plutôt, donc c'est quelques centaines de kilos potentiellement par an. Donc on est quand même sur des enjeux qui sont non négligeables. Et puis j'ai mis aussi le nombre de véhicules quand même. On est à 39 502 000 véhicules en circulation au compteur 2018, 1er janvier 2018. Et si on fait ce montant fois les 22 000 € en prix moyen d'une place de parking, on est à
plusieurs dizaines de milliards d'euros. J'ai pas fait le calcul, mais ça doit être à peu près l'ordre de grandeur. Tout ça pour dire que on a un impact aussi assez fort sur nos enjeux de parking en termes de dépenses. Rapidement aussi, bon, on a déjà parlé là de ces sujets d'espace, mais c'est vrai que de se rendre compte que finalement c'est le deuxième poste de consommation d'espace après les espaces verts dans nos agglomérations et dans nos, on va dire, villes de manière générale. Bon, ça montre bien à quel point on est sur une emprise au sol extrêmement importante. Je passe aussi ce volet pour arriver à l'actualité. Il y a des nouvelles restrictions et des nouveaux enjeux aujourd'hui associés à la thématique, on va dire, des zones à faible émission, les ZFE. Donc c'est quoi? C'est finalement ces zones qui commencent à restreindre de manière assez importante, non négligeable, l'accès aux véhicules thermiques. Soit vous avez des centres-villes qui interdisent maintenant l'accès aux véhicules thermiques, voire tout type de véhicules d'ailleurs, même électriques, ou qui vont restreindre la vitesse à 10, 20, 30 km/h et les flux aussi avec un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus y accéder. Par exemple, c'est accessible uniquement pour les livreurs sur certaines zones avec des vitesses restreintes. Et donc là, on avait beaucoup de retard puisque l'Europe avait 231 zones à faible émission. En France, on en avait 2. Donc 2 sur 231, vous voyez le retard. Et donc là, on est assez contraint de rattraper ce retard et on a 10 grosses agglomérations qui se lancent donc dans la dynamique en 2021. Donc en ce moment, c'est en cours. Et puis, vous avez des interdictions et des évolutions assez notables horizon 2024 et 2030 avec vraiment des interdictions sur les véhicules. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que va peut-être falloir laisser sa voiture au parking à certains endroits et continuer avec d'autres modes, parce que si on peut plus y aller en voiture, ça va limiter. Donc voilà, ça commence à faire une petite intro sur nos sujets de parking. Et puis pour compléter et finir, on a aussi une actualité qui est sortie il y a 2 jours là, sur la région parisienne par exemple, avec l'interdiction des accès à certains véhicules, CRIT R4. Alors bon, on peut se poser la question du contrôle, on n'a pas encore vu de péage urbain ou de contrôle à l'entrée de Paris sur le sujet de la vignette, mais il commence à y avoir des signaux assez forts sur les contraintes associées à certains axes, et donc ça va devenir de plus en plus contraignant. Donc regardez de près cette actualité parce que, encore une fois, ça va probablement pousser certains à changer de véhicule pour ceux qui le peuvent ou tout simplement les laisser au parking. Et puis il y a une dernière actualité, ça fait quelques années qu'on accompagne de plus en plus des employeurs dans leur politique mobilité, mais liée à un contexte de déménagement. Donc le déménagement, c'est un super moyen de changer des réflexes puisque du coup, par défaut, on va changer de lieu et donc on va peut-être se poser la question de savoir si on peut y aller différemment. Et on a souvent aussi une forte actualité associée via les plans d'urbanisme, par exemple. Les bâtiments nouveaux ont beaucoup moins de places de parking que les bâtiments anciens, de manière générale, dans nos agglomérations françaises. Donc, on est dans un on va dire, cadre qui, à chaque fois, limite l'accès au véhicule et, du coup, pose la question de l'optimisation des outils pour accéder à ce parking, stocker, du coup, ces véhicules pour que les collaborateurs puissent continuer à venir. Et c'était... voilà, ces événements et ces actualités qui nous ont poussé à faire intervenir Franck-Olivier, Lucas et Julien sur ces sujets. Donc, je vous laisse la main et bonne table ronde. Merci beaucoup, Timothy. Ici, et tu l'as évoqué, et vous l'aviez évoqué, c'est que la problématique du parking est une problématique quotidienne qui touche tout le monde, que nous soyons automobilistes ou non. Les gens passent en moyenne 1 an de leur vie à chercher une place de parking. C'est un chiffre qu'on parle depuis pas mal d'années, mais cette recherche de parking crée énormément de nuisances sonores, environnementales, à cause évidemment des émissions de CO2, où la recherche de stationnement est à l'origine de 20% de ces émissions. Et cette problématique ne va faire que s'amplifier parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics et les villes ont une volonté de réaménager cet espace public. Anne Hidalgo souhaite supprimer 70 000 places de parking et donc il va vraiment avoir un effet de raréfaction de cette place. Alors, cette problématique de la demande pourrait être trouvée notamment par le fait qu'aujourd'hui, les entreprises ont un réel rôle à jouer parce qu'une place de parking dans les entreprises est occupée en moyenne à 18% du temps. Et les politiques aujourd'hui de télétravail et autres ne vont faire qu'augmenter cette vacance. Et donc, nous, on est intimement convaincus que le parking est une ressource rare qui doit être utilisée pour résoudre ces problématiques de mobilité. Et donc, quand on parle de parking, on s'imagine, mais c'est des caves, quel intérêt ça peut avoir, ces 2 lignes blanches au sol. Mais finalement,
ce sujet est intéressant pour tout le monde, que ce soit des personnes dans un rôle de responsabilité sociétale d'entreprise, que ce soit des responsables, des DAF, des responsables financiers, des responsables de mobilité, des facility managers, parce qu'on remarque que c'est source de temps, d'argent, donc il y a énormément de nuisances par rapport à ça et très peu d'objectivité parce que très peu de données, des données sur l'utilisation réelle, sur l'utilisation qui peut être planifiée. Et or, ces données sont essentielles pour la gestion, notamment des nouvelles politiques de mobilité que les entreprises souhaiteraient mettre en place. Par ailleurs, et en complément de ceci, les entreprises ont une mixité d'utilisateurs, que ce soit des personnes à mobilité réduite, des visiteurs, que ce soit des commerciaux qui sont souvent sur la route et qui doivent revenir quelques heures pour une réunion, ou que ce soit du personnel administratif. Et aujourd'hui, du fait de la raréfaction de ces places, on doit organiser ça et on doit mettre en place aujourd'hui des politiques qui visent à finalement uniformiser l'accès de ces différents types d'utilisateurs. On parlait précédemment de la mixité et de la multimodalité, qu'avec les zones, notamment de basse émission, on va utiliser ces parkings comme aspirateurs à voiture, comme zone tampon, pour qu'ensuite les utilisateurs puissent rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail par des transports plus doux, plus durables. À nouveau, ces parkings, pour nous, ont un vrai rôle à jouer en termes de hub de mobilité pour accueillir des vélos, des trottinettes et évidemment pour répondre aux enjeux de l'électrification des flottes parce qu'il va falloir évidemment trouver des espaces pour recharger ces véhicules. Et donc, on voit aujourd'hui que cette problématique crée une certaine frustration du côté des employeurs, du côté des employés. Il n'y a pas ou peu de place. C'est donc un problème qu'aujourd'hui, nous, on a décidé de s'y atteler. Dans un contexte où aujourd'hui, on est dans une phase de pré-déconfinement et après une période finalement de 15 mois où il y avait le monde d'avant et il y a le monde de demain, on voit aujourd'hui que les politiques d'entreprise ont été accélérées, comme la digitalisation et les process internes, mais les politiques de mobilité ont été accélérées parce que les entreprises souhaitent se réorganiser. Avec évidemment l'augmentation du télétravail, du flex-office et le fait qu'aujourd'hui, on va créer des bureaux qui peuvent être décentralisés, il va y avoir un impact sur la mobilité et donc sur la gestion du parking. Il y a une augmentation exponentielle du vélo, 25% d'augmentation sur 2020, une très forte électrification évidemment des véhicules de flotte. J'ai vu hier encore aux infos que on avait du mal à suivre actuellement au niveau de la production et que toutes les prévisions avaient été sous-estimées au niveau des commandes électriques. Et donc, pour toutes ces voitures, et je le répète, le parking aura évidemment un vrai rôle à jouer et les pouvoirs publics dans la mise à disposition de cet actif et de l'attractivité aura aussi un rôle à jouer. Alors, on a mis et ils ont mis en place toute une série de solutions et d'incentives, que ce soit les primes à la conversion, le plan de mobilité, le PDE, les forfaits mobilité, etc. Certaines municipalités, certaines régions visent aussi à défiscaliser, par exemple, l'investissement dans des bornes de recharge voitures électriques. Et donc, toutes ces initiatives vont faire en sorte finalement de répondre aux nouveaux besoins parce qu'aujourd'hui, un Français sur 4 a déjà refusé un emploi parce que les solutions de mobilité n'étaient pas rencontrées. Et donc, nous, on pense que c'est vraiment un sujet où tout le monde doit s'y atteler et c'est un sujet qui est très, très, très important. Merci, Julien. Lucas, on vous laisse du coup prendre la parole sur les sujets déménagement, mobilité. Merci beaucoup, Emilien. Merci, Julien. Donc, nous, sur la partie déménagement des mobilités, tu disais, Timothée, tout à l'heure, en effet, une entreprise, lorsqu'elle va arriver sur un nouveau lieu, généralement, le parking va être beaucoup plus petit. Nous, on a eu ce cas avec différentes entreprises, notamment Hewlett-Packard, qui, pendant de nombreuses années, était située sur le site des Ulysses, donc dans le sud de Paris, avec
absolument aucune problématique de parking, des temps de trajet moyens qui étaient inférieurs à 30 minutes parce que la population des collaborateurs était très concentrée autour du lieu. Mais ils avaient une problématique, c'est que aux Ulysse, c'est quand même beaucoup plus compliqué dans tout ce qui va être le gestionnaire de réseau, etc., de pouvoir embaucher des jeunes et du coup de pouvoir un petit peu participer au recrutement de talents chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mené une étude auprès de leurs collaborateurs en partenariat avec les partenaires sociaux pour trouver un nouveau site situé à Puteaux, qui a été ouvert l'année dernière pendant la période Covid. Mais ce nouveau site, il y a deux particularités. Il est partagé déjà avec une autre entreprise et le parking est divisé par deux. Donc là, pour le coup, en termes de place, quand on sait que sur les 750 collaborateurs, il y avait environ 80% des gens qui venaient en voiture, il y a tout de suite une problématique qui s'est posée. Une deuxième problématique qui est le rallongement des temps des temps de déplacement domicile-travail. Et donc, il y a eu un besoin finalement d'aller accompagner les collaborateurs. Pour les accompagner, HP a mis en place un certain nombre de choses, déjà des mesures d'accompagnement qui ont été personnalisées en fonction des contraintes des collaborateurs, des différences qu'il pouvait y avoir entre les temps de déplacement avant déménagement, après déménagement, la mise à disposition d'une navette qui allait des Ulysse à Puteaux pour essayer de faciliter un petit peu l'adoption de nouveaux comportements pour les collaborateurs, le développement du covoiturage qui s'est fait avec Klaxit, l'optimisation du parking, en ayant la possibilité, finalement, l'un de leurs souhaits, c'était de pouvoir donner en temps réel le nombre de places qui étaient disponibles dans le parking. Il passait de un parking qui était de l'ordre de 500 places à un parking qui était deux fois moindre. Donc, il y avait besoin, finalement, d'apporter une donnée sur est-ce que le parking est libre ou pas. Sinon, les gens allaient faire la queue pour rien. Et donc, quand on disait tout à l'heure que les gens passent un an de leur vie à chercher une place, l'idée, c'est pas de le faire à chaque fois qu'on va au boulot. Et enfin, il y a eu un certain nombre de mesures financières qui ont été déployées, à la fois sur des compensations liées au temps de déplacement domicile-travail, mais également sur des aides type aide de déménagement. La problématique de tout ça, c'est toutes ces mesures. Il y en a qui sont gérées par la direction RH, il y en a qui sont gérées par le directeur du site, d'autres par la direction immobilière. Il y avait une difficulté quand même à se coordonner dans tout ça et à proposer une solution, j'ai envie de dire, simple d'accès pour le collaborateur et un point d'accès unique surtout qui lui permette vraiment de gérer tout ça. Donc c'est là qu'on a intervenu, nous, en tant que Mobility chez Hewlett-Packard. On leur a proposé toutes ces mesures d'accompagnement, finalement, de les réunir sur une seule application. Une application qui aujourd'hui permet aux collaborateurs d'accéder à plus de 100 services de mobilité partout en France, mais également les solutions qui ont été mises à disposition par leur employeur. Donc là, on a parlé, il y avait la navette, il y avait le covoiturage, il y avait la possibilité de voir le nombre de places sur le parking. Tout ça, ils peuvent le faire depuis une application. Ils peuvent voir également toutes les mesures d'accompagnement et les mesures financières auxquelles ils sont éligibles. Cette application, elle leur permet, dans un second temps, d'avoir des itinéraires qui vont être optimisés sur les critères de temps, de coût, d'impact environnemental et de jouer donc sur cette variable des 45 minutes de temps de trajet moyen pour essayer de le réduire, de l'optimiser au mieux. Et enfin, on a, pour essayer d'inciter finalement à changer, à passer non plus d'un usage presque à 100% en voiture, mais vraiment à adopter les nouveaux modes de transport qui ont été mis à disposition, on a mis en place tout un système de récompense. Donc dès qu'un salarié d'HP utilise autre chose que sa voiture, que ce soit la navette, que ce soit le vélo ou autre, il va cumuler des points et ces points, il pourra les échanger contre des offres de partenaires. L'un des points majeurs et critiques qu'il y a eu dans ce déménagement, c'était l'engagement des collaborateurs autour du projet de déménagement.
C'était pas forcément quelque chose qui était très accepté au départ, mais qui était beaucoup plus, on va dire, subi. Il a fallu donc mettre en place toute une logique d'accompagnement et d'impliquer le plus possible finalement les collaborateurs dans la transition. Pour ça, on a travaillé sur 4 aspects avec HP. On a mis en place un système de formation de champions. Les champions chez nous, c'est des ambassadeurs mobilité durable qui vont être sélectionnés dans l'entreprise et qui vont être là pour vraiment identifier les problèmes, mettre des mots sur les problèmes que rencontrent au quotidien les collaborateurs et pouvoir leur faire finalement leur faire trouver, leur faire dire les solutions à apporter d'eux-mêmes. Ça leur a permis également de tester tout ce qui a été mis en place par l'employeur, que ce soit la navette, que ce soit le covoiturage ou le système de parking. Et ça a permis ensemble de créer un kit de communication personnalisé pour l'ensemble des équipes, qui inclut à la fois ce qui a été travaillé par les champions, mais également une vidéo de témoignage de ceux-ci, qui est un bon vecteur de communication auprès de l'ensemble des équipes. On a derrière l'organisation d'ateliers sur site qui se font avec les différents partenaires qui ont été sélectionnés et qui ont pour objectif finalement de faciliter cette transition. Et enfin, il y a un suivi, un accompagnement qui se fait mensuellement, qui est là pour, tout à l'heure tu disais Julien, vous apportez beaucoup de données sur le parking. Nous, notre spécialité, ça va être davantage d'apporter des données sur l'usage des modes de transport. On est là pour vraiment identifier s'il y a eu des évolutions de comportement. Si oui, continuer à les encourager. S'il n'y en a pas suffisamment, pouvoir jouer sur les points 1, 2, 3 en créant de nouvelles actions pour accompagner justement la transition vers de nouvelles habitudes de transport. Merci du coup Lucas pour la présentation de cette étude de cas. Je vais laisser la parole du coup à Julien pour les enjeux du coup du sujet des parkings. Merci Lucas. J'étais en train de répondre justement à une question. Donc aujourd'hui, évidemment, la question que vous devez vous poser, c'est comment s'adapter par rapport à ces différents challenges, que les sociétés soient en déménagement, que les sociétés soient finalement en expansion, et donc ça fait partie des ambitions de croissance d'une entreprise, ou que des sociétés justement décident de changer leur manière de fonctionner par rapport à leur bâtiment et fonctionner plutôt de manière décentralisée. Donc, on l'a évoqué, hein, ce monde est en constante évolution. Ce qui est important pour nous de comprendre, et on a un modèle en plusieurs étapes, c'est d'abord de comprendre et d'analyser les besoins, parce que chaque société a une politique différente qu'il faut trouver et créer. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que vous, au sein de l'entreprise, vous pouvez mettre en place et la faire finalement appliquer au quotidien. Quelques illustrations. Bon, ici, évidemment, écouter et comprendre les besoins propres à chaque organisation. Par exemple, on a, il y a maintenant 15 mois, juste avant le premier confinement, on a mis en place un projet au sein d'une société média qui avait 4000 collaborateurs pour 4000 places de parking. Leur problème était clairement un problème de capacité de place. Et on a évidemment diagnostiqué et analysé les différentes typologies d'utilisateurs avec les différentes typologies d'accès. Et en fait, du fait que ça soit une société média, les horaires étaient très différenciés. Il y en a qui venaient le soir, il y avait des gardes, il y avait des radios, des télés. Et donc, finalement, en mettant en place un système de gestion avec des typologies d'accès, on a pu aplanir finalement l'occupation du parking pour augmenter le taux d'occupation. Mais il avait vraiment fallu bien comprendre et analyser comment est-ce qu'on pouvait mutualiser au sein de l'organisation les usages des différents types de collaborateurs. Un autre cas, c'était le cas d'une société télécom, c'était plutôt une question d'ambition de l'entreprise. Ici, l'ambition était, nous, entreprise, on veut sensibiliser nos collaborateurs sur le fait que le parking a un coût pour l'entreprise, on veut incentiver finalement les collaborateurs à choisir d'autres typologies de transport plus doux, à savoir les transports en commun et du vélo. Et donc, ils ont décidé de mettre en place, dans le cadre d'un plan de responsabilité sociétale d'entreprise, un coût sur une place de parking, et que ce coût est directement lié au package salarial de l'employé. Et donc, à nouveau, en déterminant le besoin, après, on peut intégrer ça dans une politique de stationnement, l'intégrer dans une solution logicielle pour l'implémenter.
Après, évidemment, un autre diagnostic qui est important, c'est chaque entreprise est différente, mais chaque localisation est différente. La proximité de transport public ou non, comment est-ce que est fluidifié évidemment l'environnement direct et indirect du bâtiment, comment est-ce que le parking est dimensionné en termes de circulation, quelles infrastructures. On veut favoriser le vélo, et vous en avez parlé, mais je pense qu'il faut aussi une infrastructure qui accompagne ces parkings vélos. On parle de douches, on parle de petits outils pour aider à réparer les vélos, on parle de systèmes de recharge. Et donc, tout ça va nécessiter une réflexion sur l'espace. Un peu de manière similaire à la gestion d'espaces de bureau, on crée des zones pour faire finalement des appels téléphoniques, des zones de réflexion et de brainstorming, des zones plus calmes ou voilà, des zones plutôt d'échange. Eh bien, le parking, on va, sur d'autres thématiques, avoir une gestion de l'espace multimodale, électrification, stockage, logistique, etc., etc. Et donc, nous, l'ensemble de ces besoins sont importants pour intégrer la politique de mobilité de chacune des entreprises. Ensuite, évidemment, il y a la mise en place et l'intégration. Alors, ça pourrait paraître comme un processus long et fastidieux. On vient de le faire, par exemple, pour une organisation et un bâtiment qui avait 200 places de parking et 15 locataires, dont des grandes banques. Entre le kick-off et l'onboarding, parce qu'évidemment, il y a un accompagnement personnalisé de chaque entreprise, on a mis 1 mois. Alors, cet exemple-là est volontairement assez court, mais donc il y a un certain phasage sur comment est-ce qu'on va intégrer et implémenter notre solution par rapport à la politique de mobilité. Ça passe par des typologies de contrôle d'accès, que ce soit finalement des accès qui soient dématérialisés ou non, pour apporter une expérience client et donc une expérience de vos collaborateurs plus fluide, de la lecture de plaques, de l'accès dématérialisé avec des applications mobiles, etc., etc. La définition des espaces, j'en ai déjà parlé précédemment, pour répondre à l'ensemble des enjeux et l'ensemble des demandes de vos collaborateurs, et aussi les différentes typologies d'accès. Parce qu'en fait, une journée type n'a pas la même valeur d'un jour à l'autre. Par exemple, si vous mettez en place une politique de télétravail le mercredi et le vendredi, eh ben, vous aurez finalement un parking qui sera plus vide le mercredi et le vendredi. Donc, la valeur du parking, le coût à l'unité pourrait être moindre qu'un lundi ou un mardi, par exemple. Ensuite, vous avez parlé d'incentives de covoiturage. On pourrait très bien définir aussi qu'une des typologies d'utilisateurs qui est du covoitureur peut être privilégié par rapport à un autre. Et donc, ça me permet de rebondir sur finalement un quatrième aspect, c'est l'aspect d'intégration. On est ici avec Ecodev qui a un écosystème, mais nous, on n'a pas la prétention de résoudre la problématique de mobilité tout seul. Et donc, cette solution logicielle doit s'intégrer dans un écosystème plus grand et pour répondre finalement à un enjeu qui est similaire qu'est la mobilité. Je continue sur l'exemple du covoitureur. Donc, il y a une typologie d'accès d'un employé qui est covoitureur. Qu'est-ce que le parking va avoir comme rôle? De pouvoir donner un accès, par exemple, préférentiel. Et donc, nous, on est intégré au niveau des contrôles d'accès pour donner cet accès préférentiel aux covoitureurs. Un autre exemple, c'est « Ah, OK, on veut que le parking soit directement impacté par rapport au package salarial », l'exemple que j'ai donné précédemment. Automatiquement, avec le système de gestion de paye et de payroll, on doit pouvoir être intégré pour incrémenter directement le coût. Et ça, évidemment, c'est une partie de notre rôle aussi dans le cadre de l'implémentation pour finalement collecter la donnée à un seul et même endroit pour pouvoir l'analyser et faire évoluer cette politique de mobilité, parce que pour nous, c'est un système d'itération continue. Il y a plein de sociétés comme ici pour accompagner et vous accompagner sur ce type de problématique. Nous ne sommes pas consultants en mobilité. Par contre, on intègre des besoins dans une solution et on utilise le parking comme un levier. Et enfin, que ce soit dans le cadre d'un déménagement comme Lucas a évoqué avec le cas de HP, parfois des sociétés ont besoin, dans les déplacements domicile-travail, de places de parking à proximité de leur bureau ou sur le chemin du domicile-travail, sur des zones relais par exemple. On peut avoir un rôle à jouer là-dessus pour essayer de trouver la ressource et surtout de l'agréger au niveau de notre réseau et de notre écosystème. Alors,
Hop, excusez-moi. Hop, alors, une fois qu'on a implémenté tout ça, il faut le communiquer. Comme je l'ai évoqué précédemment, cette communication, nous, on est là pour accompagner, mais c'est surtout aussi vous, en tant que responsable de ressources humaines ou responsabilité sociétale d'entreprise, de communiquer vis-à-vis des employés. Il faut aussi sensibiliser. La sensibilisation peut être faite de plusieurs manières, que ce soit par des vidéos, par des explications, par des articles de blog, par toute une série de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde ressent et a le sentiment qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, parce que cette mobilité aura un impact directement sur l'environnement et donc sur le bien-être de tout un chacun. Mais il faut se laisser un peu de temps. Pour nous, il ne faut pas précipiter les choses, il faut phaser ça. Et on pense qu'une fois que ça a bien été implémenté, le fait que chacun est responsable, finalement, c'est un renforcement positif sur la manière d'aborder cette problématique pour avoir évidemment des résultats qui sont concrets, d'avoir pu utiliser ce parking comme pierre angulaire de la mobilité pour résoudre toute une série de sujets que ceux qui sont évoqués ici sur la diapo. Mais on pense que toute organisation qui veut aujourd'hui mettre en place des solutions flexibles, augmenter la rétention de ses collaborateurs, mettre en place des politiques de travail décentralisées, vont devoir se poser cette question. Aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment? Nous, on pense que oui, plus que jamais, parce qu'on est dans un modèle shift où les gens, il y a toute une série de cartes qui sont rebattues, et donc c'est justement le moment de regarder comment faire appliquer ce PDE en utilisant le parking. Et donc voilà, donc tout ça, évidemment, ça peut paraître théorique. Nous, voilà, c'est un sujet qui, nous, évidemment, nous passionne. Ça peut paraître bizarre, mais nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est spécialisé dans ce domaine. On a accumulé de l'expérience en accompagnement plus de 200 entreprises sur le sujet sur 3 pays. Donc, on voit que les problématiques sont finalement similaires, même d'un pays à un autre. Et donc, notre expertise, on l'a intégrée dans cette plateforme et on la met à disposition de vous, de nos clients, pour essayer de vous accompagner sur du long terme et d'appliquer votre stratégie pour vous, vos collaborateurs, et répondre à vos ambitions. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Julien. Je voulais te faire un petit complément avant de laisser la parole à Franck-Olivier ou à Lucas. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique qui change sur le sujet, par exemple, de la politique du parking, ou de manière générale. C'est-à-dire qu'historiquement, la fiscalité en France est plus attractive à rembourser les frais kilométriques en voiture, et plus on fait de kilomètres, plus on est financé. Donc en gros, plus on a une empreinte carbone élevée, plus on est financé par son employeur, ce qui du coup est tout à fait tenable, viable il y a peut-être quelques années, mais qui commence à être difficilement tenable au regard de nos enjeux climatiques. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui dans les outils et les approches qu'on commence à voir, c'est redéfinir les règles. Donc, effectivement, la phase d'audit est essentielle. Et puis après, redéfinir, rebattre les règles sur mon parking est disponible uniquement si, et là, on écrit des nouveaux critères, qui sont des critères environnementaux, sociaux, et qui peut-être changent un peu l'approche statutaire ou l'approche pyramidale qu'on avait historiquement dans les entreprises. Voilà, donc ça, c'est un point qu'on traite beaucoup avec tous les partenaires là autour de la table, très d'actualité, et effectivement, c'est assez innovant, donc il faut le faire, on va dire, de manière itérative. Juste pour illustrer un petit exemple, on a eu une société qui nous a demandé de proportionner les crédits par rapport à l'empreinte carbone du véhicule. Ça veut dire que plus le véhicule avait une baisse d'émissions de CO2 qui était faite, plus elle aurait des crédits, parce que finalement, moins elle avait un impact sur l'environnement. Et un autre exemple qu'on a eu, c'est de se dire, on va limiter un nombre de sorties. Ça veut dire qu'il y a une valeur qui est donnée. Je dis un chiffre, 100 € pour une place de parking par mois. Vous avez 10 sorties. Par contre, à la 11e, 12e, 15e sortie, vous payez à la sortie, ce qui vous oblige finalement, en tant qu'utilisateur et automobiliste, à vous poser la question, est-ce que j'ai réellement envie aujourd'hui de prendre mon véhicule et je n'ai pas une alternative vélo, trottinette ou finalement à pied aussi, parce que c'est un parcours de 2-3 km. Donc voilà, tout ça, c'est évidemment intéressant et passionnant, et on voit que ça s'accélère et le changement à une vitesse très importante. Merci du coup. Juste avant Franck-Olivier, Lucas, en quelques minutes du coup, sur comment on peut sensibiliser aujourd'hui les employeurs à cette thématique du parking. Micro. Micro coupé, ouais.
pour les sensibiliser, il y a déjà pas mal d'arguments qui ont été donnés, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau des impacts qu'il va y avoir sur l'environnement. Il y a quand même une prise de conscience assez générale sur ce sujet, et les entreprises ont conscience de leur rôle dans cette transition. En tout cas, nous, c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui. C'était déjà fort l'année dernière, début 2020, ça l'est encore plus aujourd'hui. Le parking, Julien, tu le présentais comme un potentiel hub de mobilité. C'est la possibilité finalement de venir mutualiser un certain nombre de places avec d'autres modes de transport pour encourager des usages qui vont être plus décarbonés pour les personnes qui ont la possibilité finalement de faire autrement qu'avec leur voiture, de réduire le coût du parking, d'optimiser son utilisation. Ça va être également, nous, ça a été ce qu'on a pu observer, que ce soit chez des entreprises comme Jeffco ou comme Hewlett-Packard dans le cadre de leur déménagement, un critère de se dire, je vais pas mettre uniquement des places de parking pour derrière pouvoir attirer des personnes qui pensent autrement, notamment les nouvelles générations. Augmenter l'accessibilité du site et faire du parking un argument de taille lorsqu'on répond aux appels d'offres des promoteurs. Et sur ça, on a un cas d'usage qui est quand même assez probant. Aujourd'hui, on travaille avec un grand promoteur immobilier, Bouygues, sur la région de Bordeaux, avec qui on a remporté un appel d'offres. L'idée était de se dire, les personnes les entreprises qui vont être dans les futurs immeubles que je crée, ces personnes, est-ce que je leur mets à disposition uniquement la possibilité de venir en voiture, parce qu'ils sont en périphérie, ils sont vraiment à la limite de la ville, ou alors est-ce que je réfléchis à quelque chose de plus performant pour pouvoir se déplacer, notamment vers le centre-ville. Donc on a fait le choix avec eux de réserver un espace de leur parking, de le transformer en centrale de mobilité qui va inclure dès l'année prochaine une dizaine de vélos électriques, 5 trottinettes électriques et des véhicules électriques qui vont permettre finalement aux résidents de se déplacer autrement. Derrière, qui dit hub de mobilité, ça veut également dire que ça peut devenir une plateforme d'échange. Le parking, il est pas uniquement finalement dans le monde de demain, si on peut le dire comme ça, le parking, c'est pas uniquement un point d'arrêt ou une destination finale. C'est également un lieu d'échange entre différents modes de transport. Et ça, comment ça s'appelle? Ça va s'appeler l'intermodalité. Donc, c'est la capacité à combiner différents modes de transport. Donc, je vais avoir, par exemple, sur un trajet pour me rendre à l'entreprise ou pour me rendre dans une grande agglomération, la possibilité de venir en voiture jusqu'à un parking, puis de prendre un autre mode de transport, que ce soit un vélo, une trottinette, une voiture ou autre, pour me rendre dans une grande agglomération. Nous, c'est un travail qu'on fait actuellement dans le cadre du programme d'innovation AMI pour accélérateur multimodal intelligent, qui est un programme qui est cofinancé par la BPI et la région Île-de-France et qui se fait en partenariat avec Ecodev et l'école de commerce HEC Paris. L'idée étant de développer un algorithme intermodal qui va permettre donc de faire la combinaison de ces différents modes et derrière d'étudier les impacts que ça va avoir sur les déplacements des gens. L'impact principal souhaité étant bien évidemment de réduire les temps de déplacement qu'il peut y avoir entre les banlieues et les grandes agglomérations, mais c'est également de pouvoir participer à la réduction de la congestion, à la réduction de différentes externalités négatives qu'il peut y avoir. On les citait tout à l'heure, que ce soit le bruit, la pollution ou les émissions de CO2. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. On va laisser la place du coup maintenant à Franck Olivier sur les enjeux du vélo et du parking. Merci Emilien. Comme c'est notre premier webinaire, je vais en profiter pour présenter très rapidement Cyclable Entreprise. Donc, Cyclable Entreprise, on est la filiale B2B du réseau Cyclable. On existe depuis un peu plus de 10 ans. Et on s'occupe donc de proposer des flottes de vélos, que ce soit en location, à l'achat ou que sais-je, pour les entreprises qui souhaitent donc mettre à disposition des flottes de vélos partagées
ou des flottes de vélos attribués qu'on appelle aussi vélos de fonction. Donc voilà, donc c'est une activité effectivement en ce moment qui a le vent en poupe, hein, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises et de collaborateurs qui souhaitent passer au vélo. Et effectivement, le parking, que ce soit le parking en entreprise ou le parking quand le salarié arrive à son domicile avec son vélo de fonction ou son vélo attribué, devient un problème, puisque effectivement un vélo assistance électrique qui est garé dans la rue la nuit, il a beaucoup de chances de se faire voler. Voilà, donc pour nous, ce qui est important, c'est alors par rapport justement aux places de parking en entreprise, c'est justement quels sont les besoins des collaborateurs, qu'est-ce que l'entreprise veut mettre en place, qu'est-ce que l'entreprise est prête à faire pour encourager ses salariés à passer au vélo. Donc ça, c'est quand même des questions importantes que les entreprises se posent de plus en plus. Parfois, il y a des craintes quand même de certaines entreprises, notamment des grosses entreprises qui se disent oui, passer au vélo, mais le vélo c'est dangereux, il y a de l'accidentologie, il y a du vol, etc. Donc il faut encore rassurer les entreprises sur ces sujets-là. Étonnamment, ils se posent beaucoup moins la question sur des flottes de voitures. C'est toujours assez amusant, enfin ou bizarre. Mais en tout cas, la tendance est en train un peu de se renverser. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'entreprises qui nous consultent maintenant pour avoir des solutions, donc une solution clé en main avec une flotte de vélos partagés ou une flotte de vélos attribués, et pour avoir des bornes de stationnement au sein des parkings pour pouvoir à leurs salariés de garer les vélos et éventuellement de les recharger. Alors pour nous, nous on a constaté des cas très intéressants de clients qui souhaitent justement passer à la flotte de vélos, ou alors sans même avoir de voiture de fonction, mais qui souhaitent mettre les salariés au vélo. Et c'est vrai que le Covid pour ça a été un accélérateur pour nous, puisque effectivement les collaborateurs voulaient de moins en moins prendre les transports en commun et de plus en plus passer à ce type de mobilité, qui a plein d'avantages, mais ça je ne vais pas le rappeler, je pense que tout le monde est au courant. Et du coup, il y a quelques écueils sur lesquels il ne faut pas tomber, je pense, quand on est un employeur et qu'on souhaite mettre en place une solution vélo pour ses salariés. Et nous, on a quelques exemples assez parlants d'entreprises qu'on accompagne sur la mise en place de flotte. Et en fait, on se rend compte que moins le parking est accessible, donc c'est-à-dire -1, -2 avec local vélo fermé à clé, où il faut aller réserver son vélo, aller chercher la clé, etc. Forcément, les vélos ne sortent jamais. Et l'entreprise qui se dit, voilà, nous, on veut que les vélos servent. Donc, les vélos, on est obligé de les garer la nuit dans le parking au -2, mais par contre, on les sort tous les jours et on les met dans la cour de notre hall de bâtiment, ce qui permet à tous les salariés de les prendre. Et en fait, on voit que ça fonctionne vraiment très, très bien. Plus les vélos sont faciles, plus le stationnement est facile d'accès, et plus les vélos sont utilisés. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu un lieu commun, mais pour nous, c'était très parlant. Et on a eu plusieurs cas comme ça de clients qu'on accompagne et qui au début dont les vélos étaient pas très faciles d'accès, et donc on voyait bien que les vélos ne bougeaient pas, puisqu'en fait on maintient et on entretient les vélos très régulièrement, et en fait à partir du moment où les vélos deviennent accessibles, où le parking devient accessible, eh bien les vélos sont utilisés. Et en fait, c'est vrai que nous, on a à cœur, une fois qu'on met des vélos à la route, on veut que les vélos soient utilisés, évidemment. On ne veut pas qu'ils restent dans des parkings, parce que, évidemment, un collaborateur qui utilise un vélo, ça va entraîner d'autres collaborateurs, et puis ça va entraîner aussi un changement de part modale et un changement sociétal. Donc pour nous, c'est hyper important que les vélos ne dorment pas dans le fin fond du local vélo du parking au deuxième sous-sol. Après, il y a toujours des aménagements qu'il faut privilégier. Mais ça, je ne vais pas tout à fait rentrer dans le détail maintenant, parce que c'est vrai que ça reste très technique. Mais il y a beaucoup d'offres qui existent maintenant sur l'aménagement de bornes pour les vélos. Donc vous avez les arceaux vélos, vous avez les pince-roues que nous on recommande pas du tout. Après, on peut effectivement penser aux collaborateurs réguliers. Et c'est vrai que maintenant, avec le télétravail, les collaborateurs réguliers sont peut-être toujours autant, mais de moins en moins de temps dans la semaine. Donc prévoir aussi du stationnement pour les visiteurs, puisqu'il y a de plus en plus de visiteurs maintenant qui vont aller visiter les entreprises à vélo.
Ça va être quelque chose qui va se développer, et notamment dans les grandes métropoles où la voiture devient compliquée à utiliser et où stationner devient cher. Le stationnement de surface à Paris, il va être diminué de 50%. Donc, du coup, ça va rabattre les gens vers les parkings, mais ça va aussi certainement en encourager une partie à changer de mobilité. Et donc, on aura de plus en plus à terme de visiteurs d'entreprises qui vont venir avec leur vélo. Moi, ça m'est déjà arrivé un paquet de fois où j'ai rendez-vous en entreprise et on me dit, bah non, votre vélo, vous le garez dehors. Et c'est vrai que ça, c'est un truc auquel je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir pour une bonne mise en place d'un stationnement en parking. Voilà, donc les solutions, il y en a de nombreuses qui existent et il y en aura de plus en plus puisque effectivement l'offre est en train d'augmenter considérablement. Donc il y a des arceaux simples, les arceaux avec les bornes de stationnement, avec son chargeur. Maintenant se développent aussi des bornes où on peut déloquer son vélo avec une application. Ça, c'est quelque chose dans les grosses entreprises avec des vélos partagés qui va se développer énormément puisqu'il n'y aura plus le système de gestion de clés, etc., qui est parfois un peu complexe. Même si aujourd'hui, on a une petite parade, c'est qu'on arrive à faire, par exemple, des one key. Donc, c'est des vélos avec une serrure unique, donc avec 50 clés ou 200 clés, ce qui permet en fait à tous les collaborateurs de prendre n'importe quelle clé et qui vont aller chercher le vélo qui est disponible. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau des entreprises, il y a de plus en plus la volonté et l'appétence pour des solutions beaucoup plus simples, simplifiées, où le collaborateur vient avec son smartphone et il déloque son vélo avec un QR code ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que ça, pour nous, c'est une solution. C'est une solution qu'on commence à nous demander. C'est pas la grande partie, la majorité des entreprises qui nous le demandent, mais on commence à nous le demander. Voilà, donc le stationnement, très important, évidemment, le parking, que ce soit en entreprise ou que ce soit au retour du collaborateur à la maison, puisque le vol de vélo est encore très, très important en France. On a 400 000 vélos qui sont volés chaque année, et ça va augmenter. Alors après, il y a effectivement la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que maintenant, le gravage des vélos est obligatoire depuis le 1er janvier 2021, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je pense qu'à terme il y aura un peu moins de vols de vélos puisqu'ils vont être plus difficiles à revendre, peut-être sauf sur des marchés étrangers où là ça changera peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas sur le marché domestique ça va être un peu plus compliqué. Après évidemment la criminalité n'étant pas forcément en baisse dans tous les domaines, on constate maintenant que il y a une recrudescence de vols de batterie sur les vélos à assistance électrique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler aussi, peut-être à mieux identifier les batteries et mieux pouvoir les reconnaître pour éviter la revente au marché noir. Voilà, donc pour revenir sur le stationnement et le vol, c'est vrai que c'est un frein avec la sécurité, donc à vélo, c'est un frein à la pratique du vélo. Et bien sûr, une offre élargie de stationnement sécurisé permettra de développer énormément la pratique du vélo. Donc ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. D'ailleurs, toutes les villes commencent à réfléchir à des stationnements, que ce soit des stationnements en surface ou des stationnements en souterrain. Et je pense aussi à tous les nouveaux modes de vélo, les nouveaux vélos maintenant qui commencent à arriver sur le marché, que ce soit les vélos cargo, les long tail, donc les vélos cargo pour transporter des courses, des enfants ou des paquets, mais aussi les long tail pour transporter plutôt les enfants, pour les amener à l'école, etc. On a de plus en plus d'entreprises qui ont besoin aussi de cette offre-là. Donc c'est pas seulement du VAE pour le vélo taf, mais c'est aussi le vélo comme pour vraiment remplacer la deuxième, voire la voiture principale, pour pouvoir en fait tout faire avec. Tant que évidemment la distance n'excède pas un certain nombre de kilomètres. Et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc, c'est vrai que dans les parkings, il faut aussi penser au stationnement de ces nouveaux vélos qui prennent plus de place, mais dont les propriétaires ou les locataires auront à cœur de payer peut-être aussi un peu plus cher pour sécuriser leur vélo, puisque c'est des vélos qui coûtent aussi certaines fois beaucoup plus cher qu'un VAE classique. Voilà. Et puis, pour finir, si vous n'avez pas de place dans votre parking, vous avez le Brompton, qui est un excellent vélo pliable,
Et donc, je vous ai mis cette petite image rigolote. Sur une place de voiture, on peut mettre jusqu'à 42 Brompton. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point la voiture prend de la place et le vélo en prend peu. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Je me permets de faire une petite intervention sur le sujet de la sécurité et du vol, parce qu'effectivement, c'est un des gros leviers ou freins en fonction de l'angle. Après, bon, on a un peu zoomé le sujet. Il y a quand même une grande partie des vols aujourd'hui de vélo qui est liée à de la petite délinquance, on va dire. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que si on sécurise bien son vélo et qu'on a des bons réflexes, on évite quasiment 80 ou 90% de ces vols. Alors, il y a bien évidemment des vols organisés, beaucoup plus compliqués à éviter, hein, mais comme le cambriolage dans les maisons ou les vols de voitures. Donc, en fait, on est sur les mêmes ratios. Ça ne nous empêche pas d'acheter des voitures ou des maisons. Mais voilà, donc on aura toujours une forte quantité de petites délinquances qui peut être contournée par bien s'outiller, bien faire attention à où mettre son vélo, peut-être enlever sa batterie si on sait que ça va rester longtemps dehors, etc., etc. Enfin bref, on pourra vous donner tous ces tips, on va dire, mais ça freine beaucoup les petits délinquants et voilà, ça évite un peu le problème pour la majorité des gens. Emilien, si je ne me trompe pas, on est sur les questions-réponses maintenant. Voilà, exactement. Peut-être juste, Emilien, pardon, j'ai une petite… Peut-être un point pour les vélos. Bon, nous, on a fait une étude en interne sur nos 50 000 membres. Aujourd'hui, il y en a 30% et c'est une étude que je vois d'autres études, qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter un vélo parce qu'ils ont peur justement pour ces problématiques de vol. Et aujourd'hui, toute la difficulté va être de trouver l'équation économique entre la location du parking vélo qui peut être demandée aujourd'hui parce que les vélos ont vraiment augmenté en qualité et donc en prix, versus le coût d'infrastructure nécessaire pour limiter ces vols. Et là, on pense que peut-être aujourd'hui, dans la certification des bâtiments, etc., ça peut être un incitant pour que les propriétaires fassent des investissements. Voilà, juste petit point. Très bien, merci Julien. Pour les questions. Pardon, Emilien, mais dans le chat, effectivement, on voit qu'il y a des très gros dans le parking qui vont se lancer dans la création de stationnement vélo. Donc, c'est très bien. Merci Charles pour ce partage. Et du coup, en première question, est-ce que Julien, tu pourrais nous en dire davantage sur le package salarial? On a eu de nombreuses questions sur ce sujet. Alors, vous avez peut-être entendu mon accent, mais je viens du Nord et donc parfois j'ai des expressions qui sont propres à la Belgique. Chez nous, le package salarial, c'est l'ensemble de la rémunération d'un collaborateur, que ce soit sa rémunération fixe, variable, ses avantages en nature, type assurance sociale, voiture de société, essence, véhicule, etc., etc. Nous, aujourd'hui, on a des incentives fiscaux avec des piliers où, en fait, on va donner la même valeur que l'avantage d'une voiture de société, mais qui peut être défiscalisée. Et donc, nous, quand on parle de package salarial, c'est l'ensemble, finalement, de la rétribution, qu'elle soit numéraire ou non, en argent ou non, pour le collaborateur par son employeur. Très bien, merci. C'est très fort lié aussi au forfait mobilité qui a été mis en place chez vous. On avait également une autre question sur le niveau d'incitation financière. Quel montant financier? Du coup, je crois que c'était plutôt pour Lucas. Alors, c'est quoi la question exacte, hein? Alors, quel niveau d'incitation financière, quel montant financier? Donc, ça devait être sur le cas pratique. Ah, sur les mesures d'accompagnement financière sur les collaborateurs. C'était variable, hein. C'était proportionnel à la fois à la voiture qui était utilisée et au rallongement de la distance, ou alors sur le passage de la voiture vers les transports en commun. Donc là, il pouvait y avoir, pour les transports en commun, on était proche du forfait mobilité durable d'aujourd'hui, du coup. Hop, très bien. Et on avait également une question sur des exemples de parking mutualisés. Donc, Julien et Lucas, est-ce que vous avez des exemples à nous citer? Et si vous en avez, quel fonctionnement aujourd'hui est retenu pour le parking? Peut-être juste, Lucas, pour moi, il y a deux éléments du parking mutualisé. Soit c'est d'un bâtiment vis-à-vis de l'externe, donc ça peut être un bâtiment de bureau dans une zone mixte et qui va être à destination de riverains plus résidentiels, ou c'est au moment de la promotion, comme Lucas l'a dit avec l'exemple de Bouygues à Bordeaux, où là, au niveau de la conception, on prévoit directement dans les actes de base une scission de l'usage et de la propriété. Et donc, ça dépend un peu de l'horizon temporel du bâtiment et de son projet de développement.
Mais une des grandes tendances aujourd'hui, c'est la mixité, c'est ce que toutes les villes veulent. Et que donc, si on s'y prend suffisamment tôt, on peut prévoir une mutualisation même au niveau de la propriété. Ça veut dire que M. Dupont qui achète une place de parking, quand il ne l'utilisera pas en journée, il pourra avoir le revenu associé à la quotité de cette place. C'est un sujet complexe. Si vous êtes intéressé sur ce genre de sujet, nous, on a une série de librairies et de ressources sur notre site bipark.eu avec toute une série de case studies avec des exemples d'entreprises et je laisse Lucas compléter si besoin. J'ai pas beaucoup plus à dire. En effet, nous, une des mutualisations de parking qu'il y a par rapport à l'aspect promoteur immobilier, ça a été en effet avec entre les sociétés HP et Jeffco qui sont dans le même immeuble aujourd'hui suite à leur déménagement. Sur le parking, il va y avoir un certain nombre de places dédiées à chacune des entreprises et ensuite un pool de places qui représente environ 10% du parking qui va être partagé entre les deux en fonction des jours et surtout pour pouvoir accueillir les visiteurs extérieurs. Voilà, nous, chez nos clients, c'est le seul vraiment exemple à part la promotion immobilière qu'on a en termes de mutualisation. Et peut-être du coup, dernière question, donc c'est sur l'actualité en France aujourd'hui pour mettre fin à l'autosolisme. Est-ce qu'on est plutôt sur un schéma de tarification de la place de parking pour le salarié ou justement une fiscalisation de la place de parking offerte gratuitement? Est-ce que vous avez des réponses justement pour cette question? Alors, je sais pas, Lucas, Julien. Moi, j'ai des exemples de privés qui permettaient finalement aux personnes qui covoituraient de diviser le coût de la place de parking au niveau, enfin, en fonction du nombre de personnes qui étaient évidemment dans le véhicule. Donc, c'est une des manières évidemment d'aller dans le sens de limiter l'autosolisme. Mais ça, c'est vraiment des initiatives purement privées, quoi. Après, une autre initiative, c'est la création de voies rapides comme des bancs de bus pour donner évidemment des incitants au niveau de la fluidification du trafic, quoi. Ce que tu dis là, le fait de partager, c'est dans une logique de logement ou c'est dans des entreprises, hein? Non, c'est une entreprise on partage un coût. L'entreprise dit, ben voilà, la valeur de la place de parking que je vais te refacturer, moi employeur, à toi employé, mais ce coût, plus tu covoites, moins tu es seul dans ta voiture, moins ça te coûtera cher. Donc finalement, c'est une manière d'inciter le changement. Alors nous, ce qu'on a pu voir, c'est pas ça exactement, c'est des personnes arrivant en covoiturage alors il y a deux manières, soit des personnes arrivant en covoiturage sur un site vont pouvoir accéder à une place dédiée à ça, il réserve une partie du parking pour l'incitation au covoiturage. Et l'autre exemple qu'on va avoir, c'est un collaborateur qui fait plus de X covoiturage dans le mois va se voir attribuer une place dédiée pour le mois suivant. Et donc, ça l'incite à garder comme ça un rythme de covoiturage chaque mois pour gagner sa place. Et ben du coup, merci pour toutes ces réponses. À part, du moins, Timothée, c'était un point. Ouais, il y avait une question sur le sujet des ZFE à Grenoble, sauf erreur de ma part. Ça ne s'applique uniquement aux utilitaires, je vais y arriver, et l'interdiction des critères 3 en 2022, juillet 2022. Est-ce que c'est différent ailleurs? Oui, c'est différent ailleurs. Et en fait, le sujet des ZFE, c'est un sujet qui a plein de petites zones à l'intérieur d'une agglomération ou d'une ville. Et donc, on peut avoir des axes qui sont complètement interdits. Enfin, on peut prendre l'exemple de Paris avec une politique où il y a une interdiction de certains véhicules dans certaines rues et certains axes maintenant, soit par exemple les quais, une partie des quais sur la Seine ou certaines rues commerçantes. Donc, au-delà de la restriction, il y a vraiment l'interdiction. Et l'interdiction, il peut être filtrant, on va dire, soit pour une typologie de population, soit pour tout le monde, ou tout type de véhicule. Donc, il y a vraiment, et là, c'est en train de s'écrire dans plein d'agglomérations. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a vraiment il y a des démarches hyper créatives avec des flux qui vont évoluer notablement dans les mois ou années à venir. Merci Timothée. Thomas, je te laisse conclure. Merci, oui, merci à tous. Merci Emilien, Franck-Olivier, Timothée, Julien, Lucas. Merci pour votre participation.
Simplement pour dire que le replay sera disponible, vous sera envoyé là tout de suite dès qu'on termine cet événement par mail. Et vous pouvez également télécharger le support avec le petit icône téléchargement en haut à droite. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Pour l'instant, il n'y en a pas qui sont prévus pour la mobilité, mais on n'hésitera pas à vous informer des prochains événements. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre site internet. Vous avez l'agenda avec les prochains événements à venir. Voilà, merci à tous et puis je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Merci, bonne journée, à Merci bientôt. beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Et vive les Belges. On se voit à l'euro, hein, les gars.